Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo réalisée pour les élèves de la classe de terminale S2. Donc qui a pour but de faire un résumé simple, facile à comprendre sur la leçon 4 intitulée Propriétés du tissu nerveux, qui fait partie toujours du thème 2, tissu nerveux et ses propriétés, qui est partie intégrante de la première partie appelée relation de l'organisme avec le milieu intérieur. Donc, cette leçon est une leçon très importante qui va nous permettre d'étudier un peu les propriétés du tissu nerveux, ce qui permettra de comprendre les leçons qui vont venir surtout sur les phénomènes électriques et autres. Sans plus tarder, je me nomme Samba Siman, je suis professeur des sciences de la vie et de la terre et expert en semences. Si vous êtes nouveau à cette chaîne, je vous prie de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo, d'aimer la vidéo, de la partager pour nous motiver, pour aider vos camarades, mais aussi pour nous donner plus de force pour qu'on puisse vous donner les contenus gratuitement. Top, c'est parti. Donc cette leçon vous sera présentée suivant ce plan succinct. Dans un premier temps, nous allons faire une petite introduction. En grand 1, mise en évidence des propriétés. Grand 2, excitabilité. Dans cette partie, nous allons voir les types d'excitants et les conditions d'excitabilité. Grand 3, conductibilité. Dans cette partie également, nous allons voir quelques expériences et puis les conditions de conductibilité avant de conclure cette leçon. Pour aller vite et gagner du temps, donc comme vous le savez, comme on l'a dit dans les premières leçons, leçon 1, leçon 2, le système nerveux qui joue un rôle très important d'accueillir les informations, d'accord, de les intégrer et de traiter ces informations pour qu'on puisse réagir. Ce système nerveux est constitué essentiellement de tissus nerveux dans la leçon 3. Et ce tissu nerveux n'est rien d'autre que l'ensemble des cellules nerveuses et leurs annexes. Il est donc caractérisé par un ensemble de propriétés dont l'étude nécessite comme matériel biologique le nerf, qui est un ensemble de fibres nerveuses. Une fibre nerveuse est une cellule nerveuse qu'on appelle également neurone. Dans ce chapitre donc, nous mettrons en évidence quelques propriétés déjà énumérées et nous allons étudier également leurs caractéristiques. Le tissu nerveux, comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est constitué de neurones, comme je l'ai dit tantôt, et de cellules gliales, mais aussi et surtout des cellules conjonctives. Alors, on va commencer en grand 1 par mise en évidence de quelques propriétés du tissu nerveux. Expérience. Isolons un muscle de la patte postérieure. Ce muscle est appelé gastrocnémien d'une grenouille et son nerf moteur, le nerf moteur aussi appelé nerf sciatique. Puis, portons une excitation en un point précis dénommé A du nerf. Comme vous pouvez le voir sur ce dispositif-là. Donc le muscle est là, gastrocnémien, le nerf est là. Donc là, le dispositif qui permet d'exciter est là, avec un courant continu. Donc, lorsqu'on fait ça, on note comme résultat, le muscle se contracte. Interprétation. Le nerf est entré en activité sous l'action de l'excitant électrique, donc ce nerf est excitable. L'excitation a été conduite du point A vers le muscle. Le nerf donc est conducteur. Enfin, l'excitation a été transmise au muscle. Le nerf n'étant qu'une somme de fibres nerveuses appartenant chacune à un neurone, le neurone est donc une cellule excitable qui recueille, conduit et transmet les excitations. Il faut bien retenir cela. Donc, en guise de conclusion pour cette expérience simple, on peut dire que le nerf est excitable, mais aussi il est conducteur. Donc, voilà deux propriétés importantes. Nous allons donc vérifier, nous allons donc étudier ces propriétés pour mieux les appréhender. Grand 2 donc, on va voir l'excitabilité. Et dans la première partie de cette rubrique, nous allons voir différents types d'excitants du neurone. Alors,
peut avoir plusieurs types d'excitants. Et concernant le neurone, les excitants peuvent être, d'accord, de nature diverse. On prend l'exemple d'une catégorie. On peut avoir des excitants mécaniques, tels que le pincement, la piqûre, entre autres. On peut avoir aussi des excitants qui sont thermiques. Donc, toute variation brutale de la température peut devenir un excitant. Une température, une très faible température, une très haute température, etc. Ça peut être des excitants. Donc, des excitants chimiques tels que de l'acide dilué, de la base diluée, entre autres. Donc, tout ça aussi constitue des excitants. Mais également, on peut avoir des excitants électriques tels que le courant continu, qui fait partie d'ailleurs des excitants les plus utilisés parce que ça fait partie des excitants les mieux adaptés. Donc, ANB, parmi ces excitants, c'est le courant électrique qui est l'excitant expérimental de choix, car nous pouvons régler à volonté l'intensité et la durée d'action. De plus, il ne désorganise pas les tissus. Si vous utilisez l'acide ou la base, le tissu peut être désorganisé. Si vous pincez également, vous pouvez désorganiser le tissu. Mais quand vous utilisez le courant continu, il y a moins de risques de désorganiser le tissu. C'est pourquoi le courant électrique fait partie des meilleurs excitants utilisés. Dans la deuxième partie de cette rubrique, nous allons voir les conditions d'une excitabilité efficace. Alors, pour mieux appréhender cela, une série d'expériences a été explorée. Donc, expérience 1 et résultat. Dans cette première expérience, un nerf sciatique est relié à un dispositif permettant à sa simulation et l'enregistrement des modifications de ce dernier. Le tableau ci-après résume la tension appliquée en fonction de sa durée d'application à chaque fois qu'il est excité. Voilà donc le tableau. Alors, si vous suivez la vidéo jusqu'ici, je vous recommande de marquer une petite pause, de prendre votre brouillon ou cahier d'exercice et de tracer la courbe pour exécuter cette consigne. Donc, la consigne nous demande: trace la courbe intensité durée du nerf. Cette courbe-là, c'est ce qu'on appelle courbe de Lapik. Donc, essayez de tracer, mettez en pause cette vidéo, tracez la courbe, puis après, vous continuez la vidéo pour voir la suite. Alors, si vous tracez, vous aurez pratiquement une courbe de cette allure-là. Comme vous voyez cette courbe avec les zones. Donc, si vous avez cette courbe-là, ici, dans la partie supérieure, donc la courbe est là, la variation, vous voyez que c'est une régression. La partie supérieure là constitue la zone des excitations efficaces. D'accord? Et cette partie inférieure constitue la zone des excitations inefficaces. C'est-à-dire, quand on applique des excitations, il y a des excitations qui ne peuvent pas déclencher une réaction. Alors qu'il y a d'autres excitations qui peuvent déclencher directement une réaction. Lorsque l'excitation peut déclencher une réaction, on parle dans ce cas d'une excitation efficace. Lorsqu'elle ne peut pas déclencher une réaction, on parle d'excitation inefficace. Alors, cette courbe nous permet de noter deux notions importantes, à savoir la rhéobase et la chronaxie. Qu'est-ce que c'est que la rhéobase et la chronaxie? On fait d'abord l'analyse et puis on enchaîne sur ces éléments. On fait l'analyse détaillée. Donc, dans cette expérience, on suppose, pour une durée de simulation donnée, de rechercher l'intensité minimale ou seuil provoquant une réponse du nerf. Les résultats montrent que quand la durée de simulation augmente, l'intensité minimale qu'il faut appliquer au nerf pour obtenir une réponse diminue progressivement. Je parlais tout à l'heure de cette régression. C'est ce qu'on appelle, c'est la relation intensité-durée représentée par la courbe de Lapik. Elle nous permet de définir un certain nombre de notions. Voilà les notions. Donc, la notion que je parlais tout à l'heure. La première notion qu'on appelle l'intensité seuil ou rhéobase. Qu'est-ce que c'est que la rhéobase? La rhéobase, c'est l'intensité minimale qu'il faut appliquer au nerf
pendant un temps suffisant, qu'on appelle le temps utile, pour obtenir une réponse. Donc cette définition, vous devez la retenir. L'autre maintenant, c'est la chronaxie. Qu'est-ce que c'est que la chronaxie? La chronaxie, c'est le temps pendant lequel il faut appliquer la stimulation lorsque l'intensité de celle-ci est égale au double de la rhéobasse. Lorsque l'intensité de celle-ci est égale au double de la rhéobasse. Alors, on va revenir sur la courbe pour mieux comprendre cela. Donc, vous avez vu, ici, on a la rhéobase. La rhéobase, pour avoir la rhéobase sur la courbe, vous allez tout simplement prendre le point à partir duquel la courbe devient constante. Vous projetez directement sur voilà, l'axe des ordonnées. C'est-à-dire, c'est l'intensité à partir duquel la courbe devient constante, si on va de ce côté-là. Donc, ça correspond à cette valeur-là. Alors, cette intensité-là, c'est tout simplement le temps qui correspond à tout ça, cette intensité, c'est ce qu'on appelle le temps utile. Maintenant, la chronaxie, c'est quoi? La chronaxie, c'est le temps là, le temps qu'il faut appliquer le double de la rhéobase. La rhéobase est là, on mesure son double qui est là, donc ça, on prend cette distance, on augmente encore une distance qui est égale à celle-ci, donc c'est à ce niveau. Si ici on avait 100, on prend 200, on projette sur la courbe, puis on projette directement sur l'axe des abscisses. Et cette distance-là, c'est cette distance-là qui correspond au temps, qui est la durée. C'est ça, c'est ce temps-là qu'on appelle la chronaxie. Donc, vous voyez, la rhéobase, si c'est 100, son double, c'est 200. Projeté sur la courbe, projeté sur l'axe des abscisses, on a maintenant la chronaxie, qui est le temps. Donc, voilà la définition pour comprendre bien cette définition. Et j'espère que vous allez bien comprendre la définition. Il y aura des exercices pour mieux comprendre. Alors, un nerf sera d'autant plus sensible, c'est-à-dire excitable, que sa rhéobase est faible et sa chronaxie est courte. Donc, dans les exercices, vous allez voir qu'il y aura des comparaisons entre deux types de nerfs ou deux types de fibres. Et on vous donne des rhéobases à calculer, des courbes à tracer, etc. Lorsque vous allez comparer les deux, il faut toujours considérer que la fibre ou le nerf qui a moins de rhéobase, ou bien qui a une rhéobase plus faible, avec une chronaxie plus courte, c'est cette fibre-là, ou bien c'est ce nerf-là qui est plus excitable que l'autre nerf. Il faut bien retenir lorsque vous allez faire les exercices. Alors, les conditions d'une excitabilité toujours. Expérience 2. Portons des excitations sur un nerf avec un dispositif faisant varier l'intensité de stimulation. Si la variation des intensités de stimulation de l'intensité I1 infraluminaire à l'intensité IN luminaire est réalisée progressivement, le nerf n'est pas excité. Suivez bien. Alors, si la variation des intensités de stimulation de l'intensité I1 à l'intensité IN se fait d'un seul coup, on note une excitation du nerf. Interprétation. Donc, on peut dire qu'ici, l'intensité IN, pourtant luminaire, demeure sans effet car la variation de l'intensité n'est pas brutale. Donc, si on enchaîne, mais de façon un peu espacée, les excitations, il n'y aura pas les excitations ne pourront pas se cumuler. Et à partir de ce moment, on n'aura pas de réponse. Mais si on met brutalement, c'est-à-dire si on enchaîne les excitations, là, à partir de ce moment, il y aura un effet cumulé et ce qui donne une réaction au nerf. Alors ici, expérience 3. Sur une fibre isolée et un nerf, on envoie deux stimulations de même intensité, I, luminaire et constante. Mais on fait varier le temps qui sépare la première stimulation à la seconde, de la seconde. C'est-à-dire qu'on fait varier la fréquence des stimulations. Les résultats sont représentés dans le document suivant que vous avez là. Donc ici, à gauche, vous avez pour une fibre, à droite, vous avez pour un nerf.
Alors, qu'est-ce qu'on constate pour ces éléments-là? Donc, ici, on constate que pour la fibre nerveuse, on note qu'elle demeure inexstable à la seconde excitation pendant une durée courte, c'est-à-dire entre I2 et I8. Cette période d'inexcitabilité est appelée période réfractaire de la fibre. Donc, la période réfractaire, c'est la période durant laquelle, lorsqu'on apporte une excitation, cette excitation, quelle que soit son intensité, elle devient inefficace. Alors, pour le nerf, avec une fréquence élevée, on n'obtient pas de seconde réponse. C'est ce qu'on appelle la période réfractaire absolue. Donc, pour le nerf, si on enchaîne directement, on n'aura pas de réponse. En diminuant la fréquence de stimulation, la deuxième réponse apparaît, mais son amplitude demeure faible et sa croissance avec la diminution de la fréquence. C'est ce qu'on appelle la période réfractaire relative. J'espère que c'est clair. Alors, lorsque l'intervalle de temps qui sépare les deux stimuli est suffisant, on obtient deux réponses identiques. Ce qui montre que la période réfractaire totale, PRT, égale donc PRA plus PRR, c'est-à-dire période réfractaire absolue plus période réfractaire relative. Et c'est ce qu'on dit, dans ce cas, la période réfractaire totale est achevée. Donc, si la période réfractaire totale n'est pas achevée, on ne pourra pas avoir de bonnes réponses. Donc, conclusion sur les conditions d'une excitation efficace. On peut donc dire que pour qu'une excitation soit efficace, il faut que, premièrement, l'intensité de stimulation atteigne le seuil. On parle d'une intensité liminaire. Premièrement, donc il faut bien retenir ça. Deuxièmement, il faut que chaque intensité luminaire soit appliquée pendant une durée minimale. C'est-à-dire, si vous donnez une excitation, il faut attendre, d'accord, un certain temps avant de donner une deuxième excitation. Si vous enchaînez les excitations à des durées à ne pas respecter la période réfractaire, vous n'aurez pas une seconde réponse. C'est ce que cela veut dire. L'intensité de stimulation soit portée avec brutalité. Si vous voulez que les intensités soient accumulables, il faut dans ce cas enchaîner avec brutalité. D'accord? Et la stimulation soit appliquée après la période réfractaire. Maintenant, si vous appliquez la stimulation à la période réfractaire, vous ne pourrez pas avoir de réponse. Donc voilà 4 conditions qu'il faut respecter. Et il faut bien retenir ces 4 conditions. Dernière partie du cours maintenant, grand 3, la conductibilité. On va exploiter quelques expériences et les résultats. Isolons un muscle de la patte postérieure, qu'on a appelé tout à l'heure gastrocnémien, d'une grenouille et son nerf moteur, nerf sciatique, puis portons une excitation en un point A du nerf et notons la réaction du muscle pour chaque cas. Voilà donc les expériences. Première expérience, le nerf est intact. Voilà, le nerf est intact. On a stimulé et on a vu que le muscle se contracte. Ici, il y a contraction du muscle. Première expérience. Deuxième expérience, on a pris un point A qui sépare le point où on apporte l'excitation et le muscle. Et puis, on donne quelques coups de marteau. D'accord? Et à partir de ce moment, lorsqu'on apporte une excitation efficace, il n'y aura pas de réponse. Il y a rien. On met ici rien. Il n'y a pas de réponse. Alors, troisième expérience, qu'est-ce qu'on fait? On place une solution d'éther qui permet d'anesthésier la fibre entre la stimulation et le muscle. On apporte une stimulation efficace et à partir de ce moment, on note pas de réaction au niveau du muscle. Donc, on a mis rien.
cela veut dire qu'il n'y a pas de réaction. Alors, quatrième expérience, qu'est-ce qu'on fait? On met une partie de la fibre dans des conditions de température extrême, c'est-à-dire soit supérieure à 50 degrés Celsius ou inférieure ou égale à 0 degrés Celsius. Et à partir de ce moment, dans cette partie, on apporte une stimulation efficace et on note aucune réponse au niveau du muscle. Et cinquième dernière expérience, on prend, d'accord, cette partie-là de la fibre ou bien du nerf et puis on met dans un milieu qui est dépourvu d'oxygène. Donc le nerf est carrément privé d'oxygène. Et qu'est-ce qu'on constate après stimulation? On note aucune réponse. Alors, donc là, ce sont les conditions, cette figure-là, ce sont les conditions expérimentales et résultats. Si on essaie d'interpréter, dans les expériences 2, 3, 4 et 5, le muscle ne réagit pas parce que le nerf n'a pas conduit l'excitation du point A vers le muscle. C'est aussi simple que ça. Et donc, comme conclusion, on peut donc dire que le nerf ou le neurone ne conduit l'excitation que dans certaines conditions. Et voilà les conditions. Premièrement, le nerf doit être dans un bon état physiologique. C'est ainsi qu'un nerf écrasé ne conduit pas l'influx nerveux. Donc, on doit avoir un nerf qui est intègre, c'est-à-dire l'intégrité du nerf ou du neurone. Ou bien la vie du nerf est indispensable. Si le nerf ou le neurone n'est pas en vie, il ne pourra pas véhiculer, il ne pourra pas transporter l'influx nerveux. L'autre élément, une température trop basse, 0 degré, ou trop élevée, 50 degrés, empêche la propagation de l'influx nerveux. Troisième élément, une anesthésie, d'accord, telle que l'utilisation de l'éther ou chloroforme, etc. Il y a beaucoup d'autres substances qu'on peut utiliser, bloque le passage de l'influx nerveux. Et enfin, un nerf privé d'oxygène pendant un certain temps ne conduit pas l'influx nerveux. Donc on voit ici l'importance de l'oxygène, ce qui sous-entend que le nerf a besoin d'accord de cet oxygène pour le métabolisme, bien sûr, la respiration. Donc voilà, en quelque sorte, ce qu'on doit retenir de cette leçon-là. Donc en guise de conclusion, le tissu nerveux est doué de propriétés dont l'excitabilité et la conductibilité. Voilà les deux propriétés très importantes du tissu nerveux. Il conduit l'excitation d'un point à un autre sous forme de message nerveux. Ce message nerveux est appelé influx nerveux, qu'on va voir dans la leçon suivante. Cette conduction de l'influx nerveux se fait sous certaines conditions. Et on a vu les conditions qui permettaient de faire cette conduction. Donc, nous voilà arrivés à la fin de cette leçon. Je vous remercie de votre attention et je vous exhorte à faire beaucoup d'exercices, d'accord, de reprendre la vidéo. Si vous n'avez pas compris, reprenez la vidéo parce que, comme le disait Einstein Albert, la vraie connaissance, c'est l'expérience. Le reste n'est que l'information. Donc, il faut faire beaucoup d'exercices, il faut s'exercer, s'entraîner si vous voulez avoir d'excellentes notes au baccalauréat et même dans les concours et autres. Je vous remercie de votre aimable attention.